Alors, bonjour à tout le monde, je vous remercie pour l'invitation et effectivement, je vais vous parler de l'attitude, l'usage et les représentations des magistrats à l'égard de l'irresponsabilité pénale. Donc la question de l'évolution de la déclaration d'irresponsabilité pénale est assez controversée en France, en particulier s'agissant du chiffre. Du côté des médias et de certains experts, on affirme que la déclaration d'irresponsabilité pénale s'effondre. La Croix, par exemple, dans les années 70, considérait que les chiffres s'étaient effondrés, passant de 5% des criminels à moins de 0,5% aujourd'hui. En revanche, d'autres experts psychiatres vont souligner qu'en réalité, du fait du faible nombre des dossiers, on peut s'interroger sur la réelle diminution du chiffre de la déclaration d'irresponsabilité pénale, et qu'en réalité, le problème concerne la taille réduite de l'échantillon que représente cette population par rapport au nombre total de dossiers gérés par la justice pénale. Autrement dit, dès l'établissement des faits, si on peut dire, la question est controversée. Alors, pour cette raison, on conclut parfois, assez peu souvent toutefois, que le nombre des non-lieux pour irresponsabilité pénale concernant les personnes qui sont atteintes au moment des faits de troubles psychiatriques ou psychiques est constant depuis 17 ans. Cela étant, et pour explorer ces évolutions de la déclaration d'irresponsabilité pénale, j'ai mené une enquête de sociologie, en effet, financée par le ministère de la Justice, sur la responsabilité pénale de la personne ayant des troubles psychiatriques et sur les expertises psychiatriques au prisme justement des représentations sociales de la folie et des relations entre juges et experts. Donc l'enquête s'est déroulée entre mai 2014 et juillet 2016 et on a convoqué une méthodologie multiple avec des entretiens auprès de 30 experts psychiatres à Paris et en province, 31 experts non psychiatres et 15 personnes ayant été irresponsabilisées. Au-delà des entretiens, on a effectué un travail sur un corpus de loi, sur la jurisprudence, en étudiant des décisions d'irresponsabilité, 50 en particulier, qu'il s'agisse en fait d'abolition ou bien d'altération du discernement. On a aussi envisagé des dossiers concluant à l'irresponsabilité pénale et 17 dossiers statuant sur la responsabilité de personnes qui avaient des troubles comparables mais qui n'avaient pas été irresponsabilisées. Alors, les juges d'instruction ne sont pas les seuls magistrats qui sont concernés par la question de l'irresponsabilité pénale, mais on a quand même choisi de se centrer sur eux pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a voulu étudier le raisonnement qui conduit certains magistrats à conclure ou pas à l'irresponsabilité, en se demandant, enfin à partir de plusieurs questions, d'une part comment les représentations des juges, des personnes qui ont des troubles psychiatriques pèsent sur les décisions judiciaires, et comment on peut caractériser ces représentations. Et une autre question était, est-ce que ces représentations de la maladie psychique sont influencées par celles des experts psychiatres? Alors, d'abord, pour le dire généralement, l'expertise psychiatrique est présentée par les juges comme un objet technique qui nécessite des compétences spécifiques et qu'en réalité, il est compliqué d'obtenir de bonnes expertises dans des temps raisonnables, dans un contexte où il y a une pénurie d'experts assez importante. Donc ça, c'est le discours qu'on a communément. Et il apparaît que pour des juges qui ont de l'expérience, ils connaissent auparavant l'orientation idéologique qu'ont les experts auxquels ils font appel. Donc on verra, je rentrerai dans le détail ensuite, que les magistrats procèdent à ce qu'on appelle un art de la pioche, où ils vont puiser dans les expertises les informations qui vont confirmer l'opinion qu'ils se font de l'affaire pendant qu'ils traitent du dossier. Alors, la neutralité qui est affichée du magistrat en matière d'irresponsabilité pénale est quelque peu mise à l'épreuve lorsqu'on observe la procédure judiciaire et la façon dont elle est utilisée. Donc, ce qui apparaît, et je reviendrai en détail sur le sujet, c'est que les juges ne procèdent pas de la même façon selon qu'ils ont à traiter des cas d'irresponsabilité en matière criminelle ou bien en matière correctionnelle.
Alors, cette différence de traitement, elle ne tient pas simplement à l'organisation de la justice, dans la mesure où les magistrats ont en réalité des marges de manœuvre qu'ils utilisent toutefois assez peu, en particulier en correctionnel. Donc, ce qu'on verra, c'est qu'il y a deux manières de faire qui se dessinent et qui ont pour conséquence d'augmenter ou diminuer la probabilité d'une déclaration d'irresponsabilité pénale. En réalité, ce qui apparaît et ce qui apparaîtra, c'est qu'il y a deux lectures divergentes du rôle que la justice doit jouer face à la psychiatrie, et qui est considérée, la psychiatrie, comme un univers qui est clairement distinct de la justice, ou pas, dans lequel il faudrait intervenir ou pas, selon les magistrats, et un domaine qui doit être contrôlé au nom de la sécurité publique. C'est l'idée que se font les magistrats. Alors, pour aborder ces points, donc dans un premier temps, j'examinerai les effets procéduraux des procédures de justice sur la décision d'irresponsabilité pénale, et j'en viendrai ensuite à la diversité des interprétations que proposent les magistrats, à la fois de la fonction de la décision d'irresponsabilité pénale et du champ de la psychiatrie. Alors d'abord, quelques éléments sur les effets procéduraux les effets procéduraux du dispositif judiciaire sur la déclaration d'irresponsabilité pénale. Alors, il est assez commun que les juges insistent sur l'importance de l'indépendance et de la neutralité des experts commis par la justice, mais au-delà de cette pétition de principe, il est assez évident que les magistrats connaissent les orientations théoriques des experts psychiatres en matière d'irresponsabilité pénale, qui est quand même un point particulier, et qu'ils vont avoir tendance à solliciter certains experts en fonction des avis qu'ils espèrent voir rendus. Cette tendance s'accentue, on le voit assez bien dans les entretiens, chez les magistrats qui sont les plus expérimentés, comme si, au fond, à force de pratiquer et de travailler ensemble, il y avait des formes d'affinité élective qui se créaient entre experts et juges. Or, il se trouve que concernant cette déclaration d'irresponsabilité pénale, il y a une certaine marge de manœuvre qui est laissée aux magistrats, qui peut avoir des conséquences importantes sur le sort des justiciables. Alors, cette marge de manœuvre, je vais y revenir, ça consiste en particulier à demander ou pas des contre-expertises. Donc, au cours de l'instruction, les éléments qui sont laissés à l'interprétation des magistrats sont en particulier la question de savoir si une seulement des expertises doit être faite pour conclure à une irresponsabilité pénale ou pas. Or, assez souvent, quand il y a une déclaration d'irresponsabilité, la pratique ou la tendance est de demander une contre-expertise une fois qu'il y a eu donc une première expertise qui conclut à l'abolition. De la même façon, quand il y a des controverses d'experts, donc des désaccords sur la responsabilité ou l'irresponsabilité, le Code pénal ne précise pas si l'irresponsabilité doit être déclarée au moment de l'instruction ou si l'affaire doit être jugée en correctionnel ou en criminel. Donc ça, c'est les différentes marges de manœuvre, si on peut dire, qui existent dans la procédure judiciaire. Or, évidemment, ces possibilités ont des conséquences qui vont se combiner ou se cumuler au fil de la procédure judiciaire. Le fait de commettre systématiquement ou presque un contre-expert quand il y a une première expertise d'abolition va mécaniquement augmenter la probabilité qu'il y ait une controverse d'experts et que par conséquent il n'y ait pas de déclaration d'abolition du discernement. En outre, la probabilité pour un justiciable d'être déclaré irresponsable va diminuer au fil des étapes de la chaîne pénale. Et un rapport du Sénat de mai 2010, par exemple, montre que sur 44 décisions d'irresponsabilité qui ont été prononcées entre 2008 et 2009, 30 ont été prises au moment de l'instruction ou devant la chambre d'instruction, et 13 par des tribunaux correctionnels et une seule en cour d'assises. Donc plus on avance dans le processus, et en fait moins on a de probabilité d'être déclaré irresponsable.
Donc le renvoi systématique devant une juridiction de jugement des affaires dans lesquelles des experts et contre-experts sont en désaccord va nécessairement conduire à une diminution du nombre de déclarations d'irresponsabilité. Alors, le deuxième aspect procédural, si on peut dire, c'est que on observe une inégalité de traitement entre les crimes et les délits. Donc, quand on regarde la jurisprudence, sur 26 cas pour lesquels se pose la question d'irresponsabilité, 22 ont été considérés comme relevant de l'altération du discernement. Et dans ces cas-là, le recours à l'expertise est extrêmement inégal selon qu'il va s'agir d'un crime ou d'un délit. Autrement dit, les conditions d'accès à une déclaration d'irresponsabilité sont très variables selon qu'on est dans une affaire qui est correctionnelle ou bien criminelle. Alors, si on s'intéresse donc à ces 26 cas de jurisprudence, les 8 dans lesquels des infractions sont des délits et pour lesquels on a eu des demandes d'expertise, en réalité, une seule expertise a été commanditée, alors que pour les crimes, on a à chaque fois entre 2 et 6 expertises qui sont demandées par les magistrats. Autrement dit, il est plus facile pour un magistrat de déclarer une irresponsabilité pour un délit que pour un crime. Et pour les crimes, encore une fois, à chaque fois, on va multiplier le nombre d'expertises. Donc, si les expertises de crimes sont déjà apparues plus détaillées et plus rigoureuses dans le raisonnement, les juges vont quand même avoir une attitude de précaution par rapport aux experts. Autrement dit, ils vont user du contrôle de la contre-expertise pour s'assurer qu'ils vont rendre une décision conforme d'un point de vue majoritaire dans la communauté psychiatrique par rapport à la responsabilité du mis en examen. Et comme je le disais, dans le cas des crimes, les magistrats rarement ne demanderont aucune expertise, mais ils vont procéder à un renforcement de leur décision en commettant des contre-expertises, voire en les multipliant. Or, on sait qu'une majorité des experts ont un point de vue qui est défavorable à l'irresponsabilité, et de ce fait, encore une fois, ça éloigne la possibilité d'une décision d'irresponsabilité pénale. Alors, au-delà de cette différence de traitement et d'égalité d'accès, si on peut dire, à la décision d'irresponsabilité, en matière de correctionnel, cette fois aussi ou en plus, ce qui est difficile, c'est l'accès à l'expertise. Alors, comme je vous ai dit, apparemment, en matière de délit, il semble plus facile d'avoir une déclaration d'irresponsabilité. En revanche, l'accès à l'expertise est bien plus délicate, puisqu'elle n'est pas obligatoire. Donc, c'est à la discrétion du magistrat qu'il peut y avoir ou non commission d'une expertise. Et en réalité, il est assez rare qu'il y ait expertise en première instance. Ce qu'on a pu constater en analysant la jurisprudence, c'est que c'était une tentative. On a essayé d'identifier les cas dans lesquels une abolition était déclarée, et en réalité, on a observé une forme d'homogénéité des situations délictuelles où une altération du discernement avait été prononcée. Dans la majorité des cas, il s'agit de situations où aucune expertise n'a été demandée, et qu'au fond, il y a eu une déclaration d'altération du discernement en appel. Autrement dit, ça veut dire que c'est systématiquement à la demande de l'avocat de la défense qui, au vu de l'état de son client, a demandé un examen psychiatrique. Autrement dit, c'est simplement au second degré de la chaîne pénale que vont apparaître les premières expertises. Donc au fond, ce que ça signifie, c'est qu'il y a une forme d'évaluation des droits de la défense où le mis en examen ne bénéficie pas d'une expertise psychiatrique en première instance, et que, au fond, les marges de défense, les marges de contestation de la défense sont réduites, voire nulles, parce que dans ce cas-là, il n'y a de toute façon pas de jeu de la contre-expertise. Ce qui se passe également, c'est que ces procès pénaux, qu'il s'agisse des crimes et des délits,
sont défavorables au principe d'irresponsabilité dans la mesure où il existe une pression importante de la part des parties civiles qui va pousser les magistrats à être extrêmement précautionneux dans leur déclaration d'un éventuel non-lieu dans le cas d'une abolition, dans le cas d'une abolition du discernement. Donc, de façon générale, les experts ont une approche qui est plutôt restrictive de l'irresponsabilité pour cause de troubles mentaux. Et dans les délits, les juges vont prendre moins de précautions pour prendre leurs décisions, mais les conditions de réalisation des examens dans le courant de la garde à vue, en réalité, ont tendance à nuire à l'activité diagnostique et vont produire une forme de labilité assez importante d'appréciation dans les décisions qui sont prononcées, y compris dans l'expertise. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en correctionnel, l'accès à l'examen psychiatrique est plus difficile et que c'est souvent l'avocat de la défense, pour ne pas dire toujours, qui va demander une expertise pour tenter d'obtenir pour son client soit une abolition, soit une altération du discernement. Alors, cela étant dit, l'altération du discernement a des effets aussi sur les conclusions que rendent les magistrats. Autrement dit, ce qui apparaît, et comme je vais le montrer, l'altération du discernement va constituer une circonstance aggravante en réalité des peines qui sont prononcées. Alors, cette question, elle a été soulevée par différents professionnels, que ce soit des journalistes, des sociologues, des juristes ou des psychiatres. On tente à considérer que les effets de l'altération du discernement vont entraîner une aggravation de la peine prononcée. Alors, dans l'échantillon des cas qu'on a étudiés, l'altération du discernement, dans les cas qu'on a étudiés où il y avait simplement une altération, il apparaît que la Cour de cassation a pris une décision qui consiste d'une part à souligner que l'altération, évidemment, revient à une forme de responsabilité atténuée d'une mise en examen, mais que ça ne donne pas lieu à une diminution systématique de la peine, alors même que la loi de 2014 a modifié ce point. Donc, la loi du 15 août 2014, qui est relative à l'individualisation des peines, estime que le principe d'atténuation de la a consacré notamment le principe d'atténuation de la peine en cas d'altération du discernement. D'une part, il y a la loi, et d'autre part, il y a les pratiques et les décisions. Donc on essaye de comprendre pourquoi est-ce qu'au fond, ce que préconise la loi, enfin ce qu'impose la loi, ne conduit pas nécessairement à des décisions qui vont dans ce sens. Alors, normalement, le maximum légal qui est prononcé peut être réduit d'un tiers en matière correctionnelle et en cas de crime, puni de réclusion criminelle ou de détention criminelle à perpétuité. Alors, bon, il peut y avoir des exceptions, elles doivent être motivées évidemment, mais on n'a toujours pas d'évaluation en fait de cette disposition. Il demeure que la position de la Cour de cassation, que je disais, pas de diminution systématique de la peine, est souvent mobilisée pour justifier justement le fait que ne soit pas cassée une décision d'altération du discernement qui conduirait à une peine lourde. Donc, et ce que disait aussi la Cour de cassation, c'est que la question de l'altération du discernement ne doit pas systématiquement être posée au président des assises aux jurés. Donc, autrement dit, c'est une façon de laisser les juges souverains, au fond, pour appréhender cette question. Alors, je vous ai exposé donc quelques éléments sur la procédure judiciaire et ses effets en matière de décision d'irresponsabilité pénale ou d'abolition du discernement. Je vais passer à présent à la façon dont les juges appréhendent l'irresponsabilité pénale et à la façon dont ils conçoivent les rapports entre psychiatrie et justice. Alors, quand on s'interroge sur les positions normatives que les magistrats ont sur le principe d'irresponsabilité pénale, une bonne moitié d'entre eux, donc c'est-à-dire pour ceux qu'on a interrogés 13 sur 23, alors je vous passe les difficultés d'interroger des magistrats, que le public les médecins psychiatres sont beaucoup plus faciles à interroger. La décision donc d'irresponsabilité
de leur point de vue, ne nécessitent pas nécessairement une contre-expertise. Et de leur point de vue également, en fait, elles devraient être prises au moment de l'instruction. Alors ça c'est pareil, c'est un peu la théorie. Donc, pour les magistrats qui sont dans cette logique, donc plutôt favorables à l'irresponsabilité, leur posture consiste à assumer une forme de résistance à la demande de sécurité qui est portée par la société, et leur objectif, si on peut dire, ou leur attitude consiste à s'opposer à une tendance contemporaine à l'incarcération des personnes qui présentent des troubles psychiatriques graves. Donc de leur point de vue, en fait, il s'agit pour chacun d'assumer ses responsabilités sans empiéter sur le domaine de l'autre, en l'occurrence des psychiatres. Et de ce point de vue-là, ils estiment que le juge d'instruction est chargé d'instruire une affaire, de constituer un dossier complet qui pourra renvoyer à une cour de justice ou conclure par une ordonnance d'irresponsabilité. Donc, ces magistrats considèrent qu'une fois que le dossier est instruit, ça ne relève plus de leur responsabilité, qu'ensuite, s'il y a déclaration d'irresponsabilité, c'est le domaine de la psychiatrie. Donc, la mission du juge ici, c'est d'instruire l'affaire dans l'état actuel du droit, et étant entendu qu'il n'a pas la possibilité matérielle ensuite, et qu'il ne se la donnera pas, de voir ce que deviennent les personnes qui ont été mises en examen et pour lesquelles une abolition du discernement a été prononcée. Donc le magistrat considère que bien remplir sa mission, c'est instruire le dossier, et que pour cela au moins, donc je vous disais 13 sur 23, il importe de résister en fait à une tendance qui est présente dans l'air du temps, une pression sociale qui va demander aux magistrats de prendre en considération la question de la sécurité publique. Alors, ces magistrats soulignent bien que face à cette demande croissante de responsabilisation, le juge d'instruction doit parfois se faire le défenseur de la lettre de la loi. Autrement dit, c'est pas si simple que ça de ne pas céder à la pression de la demande de sécurité publique. Alors, à ce moment-là, ce que vont faire la disposition dans laquelle se mettent les magistrats, c'est de rappeler que le principe d'irresponsabilité, c'est la base du droit pénal, qu'il n'y a pas de raison, au fond, de, si on peut dire, botter en touche à partir du moment où il y a une expertise qui va conclure à l'abolition, et que donc c'est pas la peine de renvoyer l'affaire, mais qu'il faut assumer la décision d'irresponsabilité, quand bien même les parties civiles ne s'en trouveraient pas satisfaites, et que dans ces cas-là, renvoyer en cour d'assises, c'est une attitude, une procédure qui qualifie d'irresponsable. Et de fait, certains des magistrats entendus considèrent qu'au fond, le juge d'instruction est plus à même que la cour d'assises de prendre une décision d'irresponsabilité qu'un jury populaire. Alors, parmi les motivations de ces magistrats, il y a la volonté que la justice ne se laisse pas instrumentaliser par des considérations extra-juridiques, qu'il soit question des parties civiles, de la sécurité publique, de la place des victimes. Donc, ces magistrats, par exemple, si on pense à la réforme de l'irresponsabilité de 2008, où une audience a été mise en place en cas de déclaration d'abolition du discernement, ces magistrats, en fait, considèrent que cette audience, faite en grande partie pour les parties civiles ou pour les victimes, ne constitue pas, on va dire un progrès, ou en tout cas qu'elles vont dans le mauvais sens. Que ça n'est pas une occasion qui est satisfaisante pour aucune des parties que ce soit. Et alors même que certains, au fond, des magistrats vont réaliser un travail pédagogique auprès des parties civiles lorsqu'ils prononcent une abolition. Donc en fait, ils expliquent la procédure aux parties civiles dans ce qu'on peut appeler un objectif de pacification sociale, qui s'efforcent de déconstruire un possible désir ou tentation de vengeance. Donc, ils vont expliquer pourquoi, au vu de l'infracteur, la décision d'irresponsabilité est plus juste qu'une condamnation pénale, et que, au fond, la place de personnes qui sont atteintes de troubles psychiatriques n'est pas en prison.
Donc ce principe, en fait, qui est un peu le principe de justice que je rappelais tout à l'heure, l'idée qu'une personne qui a eu une déclaration d'irresponsabilité pénale ne doit pas aller en prison, participe des principes ou des préoccupations qu'ont ces magistrats. Alors, parmi eux, en fait, il y a une forme de regret de voir diminuer le nombre d'irresponsabilités, et dans la mesure où, en particulier, la déclaration d'altération conduit à une incarcération de personnes qui présentent des troubles mentaux, qui vont donc se retrouver en prison. Et quand bien même, ces magistrats considèrent que les personnes qui sont entre deux, si on peut dire, concernées par l'altération du discernement, la prison n'est pas non plus une solution satisfaisante. En fait, ils préféraient un environnement qui soit adapté à des personnes qui ont quand même des troubles psychiatriques qui sont importants, quand bien même il n'y a pas eu de déclaration d'abolition. Certains magistrats ont conscience que l'enfermement carcéral peut aggraver les situations psychiatriques et estiment que la psychiatrie devrait avoir plus de moyens pour accueillir les personnes en prison. Donc cet accroissement de moyens aurait pour vocation d'améliorer le travail de prévention et d'anticiper justement la dégradation des troubles psychiatriques. Alors, ce groupe de magistrats tente à faire confiance aux psychiatres dont ils reconnaissent qu'ils font un peu comme ils peuvent, comme nous, disent-ils. Mais dans ce cas-là, en réalité, les magistrats sont favorables à une distinction nette entre voie pénale et voie médicale, considérant que la psychiatrie, en l'occurrence, devrait être mieux dotée pour accueillir les personnes irresponsables. Alors, là, je vous ai présenté donc ce groupe 13 sur 23 de magistrats qui étaient plutôt favorables à l'irresponsabilité pénale. Alors, il faut bien... Alors, je vous disais, non seulement c'est difficile de rencontrer ou d'interroger des magistrats, mais évidemment, puisqu'on présentait le travail sur la question de l'irresponsabilité pénale, il y a forcément un biais, puisque plus vous êtes intéressé à la question, plus vous avez tendance à répondre favorablement à notre recherche. Et je vais vous présenter à présent l'univers représentationnel, si on peut dire, des magistrats qui sont beaucoup moins favorables à l'irresponsabilité pénale, et vous montrer que la raison pour laquelle ils le sont, c'est qu'en réalité, ce qui est primordial pour eux, c'est un enjeu de sécurité publique, d'une part, et d'autre part, c'est une méfiance importante à l'égard de l'institution psychiatrique et de sa capacité à protéger la société. Donc là, pour eux, le point clé, c'est de parvenir à surveiller les personnes qui ont des troubles psychiatriques et qui présentent une certaine dangerosité. Alors, parmi ce groupe de magistrats, donc ça fait 10 sur 23, il y a un accent qui est fortement placé sur les lacunes du système de la prise en charge psychiatrique, dont ils estiment quelles sont les conséquences d'une désinstitutionnalisation à marche forcée qui a privé les hôpitaux de leur capacité à prendre en charge les personnes les plus dangereuses, si on peut dire, et les plus précaires, enfin celles qui ont les troubles les plus importants. De ce point de vue-là, ces magistrats ont une appréciation particulière de l'ouverture de l'hôpital psychiatrique qui serait la cause principale du délitement du système, qui ne permet plus de maintenir sous surveillance des individus qui ont un comportement transgressif. Autrement dit, pour formuler une banalité, la psychiatrie laisse sortir les gens trop vite. Et le problème, c'est une psychiatrie trop ouverte, où souvent l'expérience du magistrat du parquet va donner au juge ce sentiment d'une psychiatrie très ouverte qui ne peut plus assurer la protection de la société. Donc, vous avez bien compris que ces magistrats ont un discours fortement critique à l'égard de la prise en charge psychiatrique et qu'ils sont au fond quelque peu réticents à confier le sort des justiciables à une médecine dont ils reconnaissent ou ils doutent, on va dire, des compétences. Reconnaissent assez peu ou doutent des compétences. Donc, au fond, ils considèrent que la psychiatrie peine à apporter une réponse satisfaisante à certaines pathologies et que la psychiatrie en est encore à ses balbutiements, je cite, et qu'elle ne sait pas traiter de la folie, je cite encore. Bon, je vous passe la suite.
cette justice est au fond plus attentive aux victimes, et l'objectif étant de mettre hors d'état de nuire des personnes qui sont considérées comme dangereuses. Donc ces magistrats sont dans une logique de prévention, prévention des risques de récidive en particulier, et contrairement au premier groupe de magistrats, ceux-là considèrent que leur mission ne s'arrête pas à la déclaration d'abolition du jugement, mais qu'au fond, ils doivent anticiper sur l'avenir pour pallier au dysfonctionnement de la psychiatrie. Alors, j'enfonce le clou, hein, donc dans cette logique, au fond, face aux échecs de la psychiatrie, la justice est obligée de se préoccuper du sort des justiciables une fois le jugement rendu. Or, le problème, si je puis dire, c'est la dangerosité sociale des personnes qui sont mises en examen, et en fait c'est un motif récurrent qui revient dans les discours, cette dimension de dangerosité sociale qu'il faut donc prévenir. Alors précisément, en outre, l'irresponsabilité pénale du point de vue de ces magistrats est une décision du judiciaire qui au fond ne répond pas aux attentes des parties civiles. Et ils estiment au fond que, alors eux pour le coup, sur la question de l'audience publique, ils considèrent que ça, c'est une disposition qui est importante pour les parties civiles et qu'elle permet justement une confrontation qui est intéressante. D'autant plus intéressante, si on peut dire, que ça permet en réalité de statuer sur les dommages et intérêts, y compris en cas de décision d'irresponsabilité. Alors, encore une fois, pour ces magistrats, la déclaration d'irresponsabilité n'est pas la meilleure façon, n'est pas la meilleure solution de protéger la société des plus dangereux. En fait, dans leur logique, il s'agit bien de neutraliser les personnes qui présentent une dangerosité, et c'est justement cette préoccupation de dangerosité sociale que les juges... C'est pour cette raison de dangerosité sociale que les juges vont estimer que l'irresponsabilité est problématique. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne prononcent jamais d'irresponsabilité, mais néanmoins, ils le font en gardant à l'esprit la question de la possibilité de la récidive. Et dans ce cas-là, l'UMD prend toute son importance pour eux. Alors en particulier, on a rencontré un magistrat qui était juge d'instruction depuis assez longtemps, qui connaissait pas mal la psychiatrie aussi, et en fait il a pesé sur la préfecture et la psychiatrie pour obtenir un placement immédiat de la personne déclarée irresponsable en UMD. Alors évidemment, c'est beaucoup moins le cas pour des juges qui sont moins expérimentés, qui sont en début de carrière. Mais on est dans une logique où on comprend que la justice, en fait, c'est l'idée que la justice doit garder un œil sur les personnes qui sont irresponsabilisées, jugées particulièrement dangereuses, et qu'au fond, il faut pallier aux limites et aux insuffisances de la psychiatrie. Alors c'est pareil, dans ce groupe de magistrats, la loi de 2008 a été accueillie favorablement, et certains estiment même qu'en réalité, ces dispositions ne sont pas suffisantes. Alors là, pour le coup, la prison apparaît simplement comme une solution par défaut qui ne permet pas, au fond, de mettre hors d'état de nuire ces personnes. Parmi ce groupe, en fait, 4 magistrats considèrent que la prison serait une option adéquate, c'est-à-dire finalement une minorité parmi eux, et que une pratique consiste à instrumentaliser, si on peut dire, la détention pour neutraliser les personnes et pour garder un contrôle sur des individus qu'il faut au fond extraire du tissu social. Alors, dans le discours, en fait, il n'y a pas que les UMD qui interviennent, il y a aussi l'UHSA, où l'idée c'est d'envoyer les personnes en prison pour qu'ensuite elles soient prises en charge en UHSA, pour proposer en fait une forme de solution de prise en charge psychiatrique à des personnes qui présentent des troubles psychiatriques. Mais de façon plus générale, ce groupe de magistrats est favorable à une institution spécifique à mi-chemin entre le monde pénitentiaire et le monde psychiatrique
comme il en existe en Belgique ou bien en Allemagne, une sorte de troisième voie entre l'hospitalisation classique et la voie carcérale qui permettrait d'allier soins et sécurité. Alors, je vais conclure brièvement. Donc, comme je vous l'ai dit, ce travail a été fondé sur des entretiens qualitatifs qui ont permis de voir que les magistrats ont deux moyens d'accompagner ou de résister au mouvement de responsabilisation pénale, avec la possibilité notamment de choisir des experts en fonction de leur position théorique ou idéologique. D'un autre côté, en outre, ils ont la possibilité de sélectionner les arguments des experts qui vont leur être pertinents pour constituer leur dossier et prendre la décision d'irresponsabilité ou pas. La procédure, comme je vous ai dit, donne également une marge de manœuvre étroite mais quand même décisive pour la déclaration d'irresponsabilité. Et si dans les affaires criminelles, il peut y avoir un jeu de la contre-expertise, en réalité, l'accès à l'expertise lui-même est très limité, ce qui fait que le jeu des interprétations et des évaluations expertales va être important. Donc, la diminution, en outre, des expertises en matière de délit tient à l'impératif de rapidité qui s'impose à la justice. Et en matière criminelle, mais en matière criminelle aussi, au fond, ce qui apparaît, c'est une mise à l'écart de la solution d'irresponsabilité pénale. Donc, comme vous l'avez vu, les magistrats se divisent autour de la question des relations entre psychiatrie et justice, parce qu'une partie d'entre eux, plutôt confiants envers la psychiatrie, plaident pour une nette séparation entre judiciaire et médical. En revanche, d'autres, plus méfiants à l'égard de la psychiatrie, estiment qu'un contrôle judiciaire renforcé des personnes qui ont été irresponsabilisées nécessiterait une hybridation entre voie médicale et voie pénale, avec la création d'institutions dédiées à ce type d'infracteurs, au nom toujours de l'idée de protéger la société. Alors, cette dichotomie dans l'univers représentationnel des magistrats, si je puis dire, est aussi présente chez les experts psychiatres, puisqu'on a montré qu'une opposition récurrente est entre le répertoire de la défense sociale, par exemple, et le répertoire de l'intégration et de la protection de l'autre. Alors, ces répertoires se retrouvent en réalité chez les psychiatres qui ne sont pas experts, chez les experts psychiatres et chez les juges. À chaque fois, au fond, ce sont des thématiques communes qui s'organisent les unes par rapport aux autres, qu'il s'agisse de la conception de la psychiatrie, de la place de la victime dans le procès pénal, ou bien de la dangerosité de la personne mise en cause. Donc ces oppositions sont structurantes au champ de l'irresponsabilité pénale, je ne dis pas que c'est un tropisme des magistrats. Toutefois, l'étude des pratiques montre que certains magistrats vont raisonner en experts psychiatres, vont développer des conceptions du discernement et du contrôle qui sont assez proches de leurs experts et qu'ils vont exporter leurs compétences médicales dans le champ judiciaire. Je vous remercie de votre patience.